Nous sommes le 21 juillet 1987 et personne ne le sait, mais le monde de la musique s'apprête à changer à jamais. Ce jour-là sort le tout premier album studio d'un groupe alors inconnu au bataillon, Guns N' Roses. Et alors que cet album n'avait pas grand-chose pour devenir un succès grand public, il va tout exploser. Numéro 1 dans le Billboard 200, il est aujourd'hui 18 fois platine aux États-Unis. C'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps, mais bien au-delà des chiffres, cet album est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de la musique. Rien de moins. Mais tout ça, ce n'était que le début. Dans les années à venir, Guns N' Roses enchaînent les exploits. Ils sortent leur 3e et 4e album en même temps. Ces deux albums accaparent les 2 premières places du Billboard. Ils vendent des dizaines de millions d'albums partout dans le monde. Mais moins de 10 ans après leur début explosif, tout va s'arrêter. Après le succès de leurs 2 derniers albums en 1991, le groupe ne sort plus aucune composition originale. Les musiciens quittent la formation, souvent en très mauvais termes avec le chanteur Axl Rose, qui en 1997 finit par se retrouver seul membre original de Guns N' Roses. Mais alors, que s'est-il passé? Quelle est l'histoire des Guns N' Roses? Pourquoi la formation s'est-elle séparée? Et malgré ça, comment ont-ils réussi à faire perdurer leur légende tout ce temps? C'est ce dont on va discuter dans cette vidéo. Pourquoi mon ordi il surchauffe comme ça? Eh bien je vais te dire pourquoi je surchauffe. Je surchauffe parce que tu fais n'importe quoi. Déjà, tu m'as emmené à la gare. Et puis tu m'as connecté sur le réseau wifi public de la gare. Comme ça, comme si c'était sécurisé. Mais bon sang, la première chose à faire c'est d'installer CyberGhost VPN. C'est tout simple pourtant, avoir CyberGhost t'évite d'être victime de sites malveillants. Ton trafic internet dans un tunnel sécurisé. Ton adresse IP masquée. Tes données chiffrées. Un hôtel CyberGhost. Grâce à CyberGhost, tu peux même accéder à du contenu géobloqué, genre des séries Netflix dispo uniquement au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Tu peux même te localiser hyper facilement en Belgique pour voir Hamilton se battre pour son 9e titre. 8e, oui, on va pas rentrer dans ce débat. Il y a 38 millions de personnes qui l'utilisent et ils en sont tous très satisfaits. Alors pourquoi c'est pas la première chose que t'as fait? Tu n'as aucune excuse parce qu'en plus CyberGhost est dispo sur toutes les plateformes et avec un seul abonnement tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Bon, comme je sais que tes abonnés sont beaucoup plus intelligents que toi, je vais leur donner la promotion. Avec le lien en description, vous avez un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si jamais vraiment vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Si l'histoire de Guns N' Roses est très loin d'être banale, leur début ressemble à celui de n'importe quel groupe de rock. 2 mecs, Axl Rose, ou plutôt William Rose de son vrai nom, et Izzy Stradlin ou Jeff Isbell se rencontrent au collège dans l'Indiana et deviennent très vite amis, notamment de par leur passion commune pour la musique. Izzy s'échappe à Los Angeles sans argent et Axl le rejoint dès qu'il le peut, sans argent non plus. À partir de là, ils vont fonder ensemble un groupe avec plusieurs autres amis. Ce groupe se nomme d'abord Axl, puis Rose, puis enfin, en mélangeant les membres de Rose avec les membres d'un autre groupe nommé LA Guns, il se renomme Hollywood Rose en 1983. Les changements incessants du nom du groupe s'accompagnent de changements de membres au sein de la formation et c'est un peu précurseur de ce qui va arriver par la suite. Et justement, une énième modification des membres du groupe le conduit à changer de nom pour une énième fois pour se renommer Guns N' Roses. Ce qui est le nom des 2 groupes d'avant mais ensemble, le groupe Guns et le groupe Rose, Guns N' Roses. Thanks, Captain Obvious. Dès le 8 juin 1985, Axl Rose, Stradlin, Adler et McKagan, les nouveaux membres de Guns N' Roses, embarquent sur une petite tournée improvisée particulière. Déjà parce que ça fait 3 jours qu'ils répètent ensemble, littéralement. Ensuite parce qu'ils n'ont pas de morceaux studio, juste des démos. Et enfin surtout parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais genre vraiment pas d'argent. Et lorsque les vannes avec lesquelles ils partent sur cette tournée lâchent au beau milieu de la route, ils sont obligés de faire du stop avec leur guitare sur le dos. Mais cette tournée s'avère au final très positive. Déjà parce que ça unit les membres du groupe qui apprennent à jouer ensemble, mais surtout parce qu'à force de jouer dans plein d'endroits différents, ils se font repérer par un label, qui n'est autre que Geffen Records. Ces derniers leur proposent un contrat d'enregistrement et le 26 mars 1986, les membres le signent officiellement. C'est un grand pas vers la professionnalisation du groupe. Sauf qu'à l'époque, il y a des mauvaises langues. Certains disent que Geffen ne reverra jamais son avance parce que la particularité de Guns N' Roses, c'est qu'il consomme beaucoup de drogue.
Et en effet, la première chose que va faire Slash, c'est de dépenser son avance dans l'héroïne. Mais malgré tout, Tom Zutaut, l'homme qui les a repérés, continue d'y croire. Et c'est notamment grâce à lui que le groupe sort son premier EP, Like a Suicide. D'ailleurs, c'est un faux EP live. C'était trop cher d'enregistrer vraiment un concert, donc ils ont pris des morceaux de studio et ils ont rajouté des bruits de foule dessus. Et à la sortie de cette EP, il se passe pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Mais ça n'empêche pas le groupe, un peu plus de 6 mois plus tard, de sortir son vrai premier album studio, Appetite for Destruction. Et là, il se passe rien. Enfin, non, il se passe pas rien. L'album se vend à 200 000 exemplaires en 9 mois. 200 000 exemplaires, pour l'époque, c'est bien, mais avec le soutien massif d'un label, c'est pas du tout incroyable. Et c'est largement en dessous des espérances de ce dit label qui considère Appetite for Destruction comme un échec. Mais il y a encore un mec qui y croit. Ce mec, c'est Tom Zutaut, celui qui les a repérés à la base. Et Tom, il y met les moyens. Il saoule sans cesse les équipes marketing du label, jusqu'à ce qu'un jour, le directeur de Geffen le fasse venir dans son bureau et lui dise « Écoute, on a vendu 200 000 exemplaires de cet album en 9 mois, on n'en vendra pas plus, laisse tomber, on passe à autre chose. » Non. Tom, c'est pas un mec qui laisse tomber. Alors, il va passer un appel qui va tout changer. Tom Zutaut appelle David Geffen, le fondateur du label dans lequel est signé Guns N' Roses, mais qui n'en est plus directeur à l'époque. Et il lui demande un service. Il lui demande d'appeler le directeur de MTV et de lui réclamer la diffusion d'un clip de l'album Appetite for Destruction. L'heure n'a pas d'importance, mais il faut qu'un clip des Guns N' Roses passe sur MTV. La chaîne a tout bonnement refusé toutes les demandes de Tom jusqu'ici, et l'appel de David est leur dernier espoir. David Geffen accepte et appelle le directeur de MTV. Et celui-ci cède à sa demande. Le clip de Welcome to the Jungle passe donc à 4h du matin sur MTV. Et là, la magie opère. Même à cette heure creuse, de nouveaux auditeurs tombent sur le morceau et ils l'adorent. Ces nouveaux auditeurs commencent donc à appeler MTV pour revoir ce clip sur la chaîne. Celle-ci commence à diffuser d'elle-même le clip de Welcome to the Jungle et c'est ainsi qu'Appetite for Destruction commence, presque un an après sa sortie, à exploser. Personne à l'époque ne comprend trop ce qui se passe, mais Guns N' Roses arrive avec des sonorités qui n'étaient pas vraiment courantes à l'époque. À la fois, ils sont chaotiques, brutaux, et à la fois, ils ont un côté sensible. Et justement, ça permet sûrement au grand public d'adhérer plus facilement à leur musique. Des millions d'auditeurs très peu initiés au métal achètent Appetite for Destruction et deviennent fous en l'écoutant. Et puis, le groupe en lui-même n'est pas un groupe de métal parmi tant d'autres. Il commence à se construire une réputation. Celle de groupe le plus dangereux du monde. Leurs prestations scéniques sont chaotiques, commencent des heures en retard ou provoquent de graves émeutes, certaines allant même plus tard jusqu'à provoquer la mort de fans asphyxiés par la foule, et les membres du groupe, notamment Axel, se droguent énormément. Ils sont perçus comme extrêmes et c'est une image qui plaît, surtout aux adolescents, et qui fait dans tous les cas réagir, puisqu'elle est clivante. Et ça ne va pas s'arrêter là. Un peu plus d'1 an après la sortie d'Appetite for Destruction, le groupe sort son deuxième album studio, Lies. Et ils y sont allés avec flegme. Là où, après un raz-de-marée comme Appetite, tu peux avoir peur un peu en tant que musicien de pas être à la hauteur, de décevoir les nouvelles personnes qui t'écoutent, là, le groupe a sorti un album de 30 minutes, 33 minutes 24 précisément, dont 4 morceaux sur 8 étaient déjà connus puisqu'ils étaient dans leur premier EP. L'album se hisse à la 2e place du Billboard 200 mais crée la controverse avec un morceau, One in a Million, accusé d'être raciste et homophobe, notamment à cause de l'utilisation de termes injurieux. Ça crée une polémique mais ça ne freine absolument pas le succès international du groupe, qui continue. Guns N' Roses' 2 new Use Your Illusion albums will make history on Monday by entering the Billboard album chart together. En 1991, Guns N' Roses sort 2 albums distincts en même temps, Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2, qui provoquent littéralement des émeutes dans les magasins. C'est assez fou parce qu'avoir autant de succès après un début comme Appetite for Destruction, c'était clairement pas gagné d'avance. Le problème, c'est que derrière les strass, les paillettes, le succès, l'argent, les tournées, leur image sulfureuse, il y a une réalité d'un groupe qui est déjà en train de se fissurer depuis son 2e album.
Au sein de Guns N' Roses, deux types de tensions sont en train de doucement faire imploser le groupe. Les premières tensions sont humaines. Vous vous rappelez d'Hollywood Rose? L'une des particularités du groupe est qu'il a changé plusieurs fois de nom au fil des changements des musiciens. Bon, et bah Guns N' Roses, qui n'est que la continuité d'Hollywood Rose, a le même problème. Le batteur Steven Adler se fait virer du groupe en 90 pour consommation excessive de drogue. Et comme le dit très bien l'un des managers de Guns N' Roses, When you get fired from Guns N' Roses for doing too many drugs, you know it's time to maybe curb your drug use. Mais d'autres événements viennent polluer les relations entre les membres du groupe, et notamment entre Axl et Slash, qui sont les deux plus grosses têtes de Guns N' Roses. Selon leur manager de l'époque, l'un des points culminants menant à leur implosion est lié à Michael Jackson. On est dans les années 90 et à l'époque, il y a une énorme controverse autour de Michael Jackson et du fait qu'il aurait potentiellement abusé des enfants. Axl Rose, lui, a été abusé étant enfant par son père quand il avait 2 ans. Slash, le guitariste des Guns, a joué à la télévision avec Michael Jackson et Axl l'a très mal pris. Alors, il faut prendre ce genre de propos avec des pincettes, parce que même si le témoignage vient de leur ancien manager, il n'y a jamais eu aucune confirmation de Slash ou de Axl sur aucun de ces sujets. Mais si on imagine que c'est vrai, ce genre de tension humaine au sein du groupe n'aide pas vraiment à la bonne entente de tout le monde. D'autant plus qu'un autre type de tension hante la formation, les tensions créatives. En 1991, Easy, le guitariste, quitte le groupe. Lui, qui a réussi à vaincre ses addictions, ne supporte plus d'être entouré d'addicts. Sauf que sans lui, musicalement, la formation n'est plus capable de grand-chose pour l'instant. Le groupe sort un album de reprise, The Spaghetti Incident, mais ne compose plus leurs propres morceaux. Et ça, c'est aussi dû en partie à Axl, qui se montre depuis toujours très exigeant, pour ne pas dire insupportable, selon ses collègues d'un point de vue créatif. Non seulement il est tout le temps défoncé, il arrive en retard notamment au concert, mais aussi il est extrêmement perfectionniste, au point que ses prises vocales peuvent durer des heures et des heures sans qu'il ne soit jamais satisfait. Et enfin, petite cerise sur le gâteau pour ne rien arranger, la thune. C'est toujours compliqué de savoir ce qui se passait vraiment au sein du groupe financièrement, mais visiblement ce n'était pas un modèle très juste. Par exemple, Easy, en partant, affirme que le groupe avait décidé de baisser ses royalties. Comme ça. Sans raison. C'est sans compter que les retards d'Axl et les procès dans lesquels le groupe est impliqué leur coûtaient des millions et des millions de dollars, littéralement. Bref, Guns N' Roses en interne est une bombe à retardement. Et cette bombe explose en 1996 quand Slash quitte le groupe, puis définitivement en 1997 quand Mac Kagan, le bassiste, dernier membre original, décide de partir. Je suis allée dîner avec Axl et je lui ai dit « ça suffit, ce groupe est une dictature et je ne me vois pas jouer dans ces conditions, trouve quelqu'un d'autre ». Et c'est ainsi qu'au sommet, l'un des plus grands groupes de métal du monde a implosé. Mais Axl Rose, lui, refuse d'abandonner Guns N' Roses. Axl s'est mis une idée en tête, créer le meilleur disque jamais réalisé. Sauf qu'à présent, il est seul. Tous les membres originaux sont partis, dont Slash et Mac Kagan, auxquels le public était très attaché. Le seul à être encore là, c'est Dizzy, le claviériste présent depuis 1990, et Paul Tobias, le guitariste arrivé en 94. Alors, Axl engage d'autres musiciens de studio et des producteurs pour l'aider à composer. Le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est entre autres dû à la mission même que s'est donnée Axl. Le problème n'est pas l'ambition de vouloir faire le meilleur album jamais créé. Le problème est le perfectionnisme que cette mission induit. Si en studio, Axl Rose était déjà un immense perfectionniste, avec cette nouvelle quête en tête, sa recherche de la perfection en vient à le bloquer totalement et à l'empêcher de finir quoi que ce soit. Et c'est en ça que les dates butoirs fixées par le label auraient pu être utiles, fixer une fin à la recherche de la perfection. Sauf que les dates butoirs, Axl, il en a rien à foutre. Pourtant, Geffen, son label, ne le lâche pas et continue de le soutenir, mais surtout de financer ses désirs et ceux des musiciens qui travaillent avec lui, même quand c'est saugrenu. Genre, Buckethead, un musicien connu pour se produire masqué avec un seau de KFC sur la tête, a demandé à construire un poulailler à côté du studio, à taille humaine, pour
composé dedans, et Geffen a dit pas de souci. On parle de millions d'euros investis par la boîte dans le projet d'Axel, mais rien à faire. D'un côté, le chanteur ne se présente pas à énormément de sessions studio, juste il vient pas. De l'autre, les morceaux composés ne le satisfont désespérément pas. 1000 cassettes audio sont stockées dans le studio avec des versions de morceaux, des versions de mix, mais rien ne lui va. Il y a quelques petits espoirs quand même. En 1999, il y a un morceau inédit qui sort dans le cadre de la sortie d'un film. Mais ça fait même pas parler tant que ça, c'est même pas un single. Le label commence à s'impatienter. Alors en 2001, ils appellent Tom Zutaut, vous savez l'homme qui a repéré Guns N' Roses, et lui demandent de convaincre Axel de finir cet album, en lui promettant un pactole s'il arrive à lui faire finaliser le projet, dont la composition a commencé en 1994, soit 7 ans auparavant. Mais Tom n'y arrive pas. Alors en 2004, après avoir dépensé 13 millions de dollars, le label abandonne et ordonne à Axel de finir l'album à ses frais. Axel mettra 4 ans à partir de ce moment. C'est en 2008 que sort enfin cet album, Chinese Democracy, 14 ans après le dernier album studio des Guns N' Roses. Comment vous dire? C'est pas un échec. Concrètement, cet album n'est pas un échec. Il débute à la 3e place du Billboard 200, il est globalement bien accueilli par la critique et par les fans, même s'il y a quelques critiques acerbes, mais bon, il n'y a pas la magie, je dirais. Le temps est passé, simplement. Et même si c'est un bon album, ce n'est plus la même époque. Et il n'y a pas ce truc qui se passait durant les 4 premiers albums du groupe. Il n'y a pas des gens qui se bousculent dans les magasins pour avoir l'album. Mais cet album est officiellement le dernier de Guns N' Roses. En soi, ils n'entachent pas leur légende, ne serait-ce que parce que l'anecdote reste incroyable. Chinese Democracy, c'est le 2e album le plus cher à produire de l'histoire de la musique, après Invisible de Michael Jackson. Bon, ce n'est pas la fin la plus incroyable, d'autant qu'entre-temps, Guns N' Roses, avec Axl Rose et des musiciens de scène, continuent d'être en tournée. Mais beaucoup de dates sont annulées, pas forcément dans les meilleures conditions, ils jouent dans des petites salles, bref, c'est pas incroyable. Mais en soi, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que c'est pas le cas. En 2016, soit 8 ans après la sortie de Chinese Democracy, il va se passer quelque chose que personne n'attendait. Ce qui est clair, c'est que l'un de nous deux mourra avant les retrouvailles, et aussi triste, laid ou malheureux que cela puisse paraître, c'est ainsi. C'est ce que déclare Axl Rose au Billboard en 2009 lorsqu'il est interrogé sur sa relation avec Slash et sur un possible retour du line-up original de Guns N' Roses. Autant vous dire que c'est mal parti. Parce que quand je vous dis qu'ils sont en mauvais termes, c'est vraiment qu'ils sont en mauvais termes. Il y aura quelques petits espoirs de réunion de la formation originale, comme par exemple en 2012 lors de l'introduction du groupe au Rock'n'Roll Hall of Fame, ou quand Easy rejoindra Axel à Saint-Tropez ou à l'O2 pour un concert, mais on était encore loin d'une réconciliation, notamment entre Axel et Slash. Et puis, en 2015, le discours commence à changer. Slash dira dans une interview pour CBC News qu'il ne faut jamais dire jamais, puis il dira à la télé suédoise avoir enterré la hache de guerre avec Axl Rose. Après 20 ans de séparation et globalement de combat, les deux anciens amis sont prêts à se pardonner. Et sont aussi prêts à repartir sur la route. En 2016, Axel, Slash et McKagan, 3 des musiciens originaux de Guns N' Roses, reprennent ensemble la route avec de nouveaux musiciens pour entamer le Not in This Lifetime Tour. Et mine de rien, c'est quand même un très gros risque, parce qu'ils ont vieilli entre-temps, que la vibe serait forcément très différente. Ça aurait pu détruire leur légende en quelque sorte, sauf que ça ne va pas du tout être le cas. Leur tournée sera la 4e tournée la plus rentable de tous les temps à l'époque. Le public est plus qu'heureux de retrouver sur scène le groupe, d'autant plus que les fans de l'époque, qui étaient des adolescents, sont aujourd'hui des adultes, et souvent même des parents, qui font découvrir à leurs enfants leurs idoles d'adolescence sur scène. Et c'est ainsi qu'un Guns N' Roses plus proche de l'original, celui que les fans en partie attendaient, a fait son grand retour. Et c'est pas fini, puisqu'une nouvelle petite tournée commence pour eux en 2025, quelques jours après la sortie de cette vidéo. Elle commence en Corée du Sud avec un nouveau batteur et un Axl Rose âgé de 63 ans. C'est beau quand même. So I don't know where the fuck I am, but you know where the fuck I am!
J'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne. Le lien est en description si vous voulez naviguer en toute sécurité sur internet et vous ne prenez aucun risque puisqu'il y a une garantie satisfait ou remboursé. C'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.